En mai 2006, lors du centenaire de la naissance du guérisseur miracle allemand Bruno Gröning, quelques 2000 amis de Bruno Gröning se rendent à Geseke en Westphalie pour une grande cérémonie commémorative. Bien qu'il soit décédé en 1959, le nombre de gens qui s'intéressent à son enseignement grandit continuellement. Il existe désormais des communautés du cercle des amis de Bruno Gröning dans plus de 100 pays. Beaucoup de médecins s'intéressent aussi à ce sujet. Certains ont même vécu personnellement une guérison. Les troubles ont réellement disparu et j'ai obtenu soudain une guérison inexplicable pour moi. Il ne m'est pas possible d'expliquer du point de vue médical comment une telle chose peut disparaître d'un jour à l'autre. Une allergie qui en fait aurait dû demeurer jusqu'à la fin de ma vie. C'est pourquoi je suis si heureux que nous ayons cette possibilité de montrer aux gens comment ils peuvent, de par eux-mêmes, obtenir des guérisons. Ici, il n'est pas question de traitement de maladie. Il n'y a pas de guérisseur. Il s'agit simplement pour chacun de prendre une nouvelle orientation intérieure et de s'ouvrir à ce qu'il avait oublié. La fondatrice du Cercle des Amis de Bruno Gröning, l'institutrice autrichienne Grete Häusler, obtient en 1950, lors d'une conférence de Bruno Gröning, la guérison de 3 maladies incurables. Dans les années qui suivent, elle édifie beaucoup de communautés en Autriche et est active encore dans les années 70 au sein de l'association constituée du vivant de Gröning. Mais en 1979 vient la rupture. Le comité de direction lui demande de résilier ses fonctions. D'un jour à l'autre, elle est coupée de tout ce qui compte le plus pour elle. Pourtant, elle décide de continuer. Grete Häusler est d'abord entièrement isolée. Seuls quelques anciens amis lui restent fidèles et restent auprès d'elle pour un nouveau départ. Madame Häusler a dit « Je repars à zéro. Même si personne n'est là, je recommence tout. » Et nous nous sommes alors rangés à ses côtés. Nous étions très peu nombreux, peut-être 10 ou 15 amis. J'ai pu alors mieux faire connaissance de Madame Häusler. Cela m'intéressait, elle nous apportait beaucoup. J'avais déjà eu des expériences dans ma vie. J'avais été au Corps fédéral de protection des frontières où j'étais au service de M. Genscher. J'ai été aussi à la police. Je faisais partie du système de sécurité à l'aéroport lors de la visite de Brejnev. Donc des hommes d'État dont on sait que tous les regards sont tournés vers eux. Mais en ce qui concerne cette Madame Häusler, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose en plus, mais je ne pouvais l'expliquer. Elle sentait en elle la mission de le transmettre à tous les hommes. La mission qui était celle de Bruno, d'être venu pour tous les hommes. Elle affrontait toutes les difficultés d'une façon merveilleuse. J'ai commencé pas après pas. Et un jour, j'ai reçu cette parole dans mon cœur. Les salles vont encore se remplir. J'y ai cru, tout simplement. J'y ai cru, tout simplement. Alors Madame Häusler a rassemblé les personnes en quête d'aide et leur a rendu visite. Et nous avec elle. Nous sommes allés à Brême, à Hambourg, à Eimsbüttel. Il y avait là quelques personnes. Tout se passait dans les salles de séjour, jamais dans un hôtel ou autre. Nous nous sommes toujours rendus dans des salles de séjour, au chevet des malades, chez des particuliers. C'était toujours quelque chose d'individuel et de très personnel. C'était le travail de base, le travail individuel qu'elle a vraiment fait autrefois. Aider les autres par amour pour eux. Même si le cercle des amis de Bruno Gröning, ainsi qu'il s'appelle, ne compte que peu d'amis au cours des premières années, et si leur nombre ne croît que lentement, il se produit de grandes guérisons. Nathalie Grossman, par exemple, est délivrée d'une tumeur au cerveau qui l'avait fait souffrir pendant 7 ans. Ni médecin, ni naturopathe, ni guérisseur spirituel n'avaient pu l'aider. Elle était désespérée. Je ne savais plus que faire. Je ne pouvais plus rien manger. J'avais fortement maigri et j'étais triste. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer, me suis agenouillée et j'ai demandé à Dieu
Mon Dieu, si tu existes vraiment, alors aide-moi, s'il te plaît. Quelques jours plus tard, j'ai acheté une revue dans laquelle il y avait un article de 2 pages de Madame Osler sur la guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. Après que Nathalie Grossman ait pris contact avec Grete Häusler, tous les troubles disparaissent en peu de temps. Elle reprend du poids et recouvre la santé. Son mari aussi obtient une guérison. Ja, meine Rückenschmerzen, die fingen ungefähr an 1974. Mes douleurs au dos ont commencé vers 1974-75. C'est là qu'elles sont venues, par à-coups. Cela venait aussi de mon travail. Je devais souvent aller chez le médecin me faire des piqûres. Alors ça allait mieux un bon moment. Cela a continué jusqu'en 1980, 6 ou 7 années durant, jusqu'à ce que l'orthopédiste constate une hernie discale. Il m'a dit que si je continuais à travailler comme cela, les nombreuses heures dans le camion, je finirais un jour dans un fauteuil roulant. Cela m'a donné à réfléchir. Longtemps chauffeur de camion, il conduisait les plus vieux qui pouvaient exister à l'époque. Et à cause de cela, il avait une hernie discale. Ma femme m'a présenté à Madame Häusler et celle-ci m'a introduit à l'enseignement. Ma première impression a été, comment dirais-je, « Où est-ce que tu te trouves ici ?» Ce fut ma première impression. Je pensais, ils sont tous si aimables. Avec quel genre de loupard ai-je toujours affaire chez moi ? Après la 3e heure de communauté à Grimberg, nous sommes rentrés chez nous. 2 semaines plus tard, c'est venu sans crier gare, j'ai eu des Regelungen dans le dos. J'ai cru que c'était la fin. Bruno Gröning appelait Regelungen, un processus de nettoyage déclenché dans le corps par la force guérisseuse et qui permet de recouvrer la santé. La douleur montait le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête. Je ne savais plus du tout de quoi il retournait. J'aurais préféré me cacher. Au bout d'1 semaine, tout avait disparu, comme par enchantement. Je n'ai plus de douleur au dos, plus rien. Cela a duré des années. Il n'y avait que très peu d'amis. Je m'en souviens encore, nous étions là et disions « Demandons maintenant que nous soyons une centaine ». Ce nombre avait déjà un caractère utopique. Grete Häusler fonde des communautés à Munich, Hambourg et dans quelques autres villes. Elle voyage inlassablement pour soutenir des amis. Toutes les 3 semaines à Hambourg, Lübeck et Brême, le week-end suivant à Munich et Stuttgart, et le 3e week-end, elle dirige les communautés dans la région de Cologne. Outre les heures de communauté, elle organise 2 fois par an des congrès auxquels elle invite tous les amis. Nous avons été introduits le 30 mai 1981, c'était un mercredi soir. Quelques jours plus tard, le week-end suivant, il y a eu le congrès de Pentecôte. Il avait lieu dans la salle de séjour de Madame Häusler. Il n'y avait pas encore beaucoup d'amis. Au fil des années, la salle de séjour s'est remplie. Mais la première fois, nous n'étions pas beaucoup. Nous nous sommes alors rendus au congrès à Grimberg, dans la salle de séjour de Madame Häusler. C'était le congrès annuel de tout le cercle des amis. La salle de séjour était entièrement vidée de ses meubles, ainsi qu'une pièce adjacente. Et nous étions peut-être, difficile à dire, environ 50 amis, certainement pas plus. Lors de ces congrès de Pentecôte, on lisait toujours les statistiques, à savoir combien d'amis dans chaque communauté faisaient réellement partie du cercle des amis. Je me souviens encore, il y avait une grande effervescence, car nous étions plus de 100 amis, et c'était pour nous phénoménal. À peu près à cette époque, Erika Kamp entend parler du cercle des amis de Bruno Gröning. Elle reçoit une aide inattendue pour son père gravement malade.
Mein Vater war 1982, es war wohl Ende August. En 1982, à peu près fin août, mon père était gravement malade. Il avait des douleurs terribles dans tout le corps, surtout dans la poitrine et au ventre. C'était tellement grave que nous avons dû le faire hospitaliser. Les médecins ont trouvé des métastases dans tout le corps, de la tête aux pieds. On l'a renvoyé chez lui pour le laisser mourir, pour ainsi dire. Et ma mère et moi le soignons à la maison. Und meine Mutter und ich hatten ihn nun zur Pflege zu Hause. Wir haben das ein paar Wochen lang gemacht. Nous l'avons fait pendant plusieurs semaines, mais cela devint trop dur pour nous. Mon père était dans un tel état qu'il criait. Il criait dès qu'on le touchait. Les veines étaient obstruées dans le bras droit. Le bras était bleu foncé. Il ne pouvait plus prendre de gouttes de morphine pour se soulager et calmer les douleurs. Eben erleichtert würden oder gestillt würden. Der Hausarzt hat mir erlaubt. Le docteur m'a autorisé à lui faire des piqûres de morphine, alors que j'exerçais une profession commerciale. Il dit qu'il n'y avait de toute façon plus de risque, car il n'en avait plus que pour quelques jours. Je lui faisais vraiment des piqûres de morphine tous les soirs, et il a encore fallu augmenter les doses. Und dann ging das aber über unsere Kräfte, über die Kräfte meiner Mutter und... Puis nous n'avons plus la force de le faire, ma mère et moi. Nous ne voyions aucune issue. Nous n'étions pas compétentes pour cela. Nous nous sommes adressés à un service de soins qui nous a envoyé une aide-soignante, et cette infirmière était Madame Lölgen. Krankenschwester war Frau Lölgen. Durch die Sozialstation, die ich früher leitete. Par l'intermédiaire du centre de soins que je dirigeais, je suis entrée en contact avec la famille Kamp et les époux Aitken, qui avaient besoin d'aide pour les soins à domicile. Monsieur Aitken était au bout du rouleau, condamné. Les médecins lui donnaient au maximum encore 15 jours à vivre. On pouvait remarquer à la peau de son ventre que la fin était proche, le retour au père. Sie pflegte meinen Vater, so wie sie es konnte. Elle soignait mon père comme elle le pouvait, et elle nous a demandé, à ma mère et à moi, « Croyez-vous que votre père puisse guérir ?» Toutes deux nous avons répondu, « Non, cela n'est vraiment pas possible. Nous ne l'avons pas noir sur blanc, mais les médecins de l'hôpital nous ont dit irrévocablement qu'il avait des métastases dans tout le corps. Il n'est donc vraiment plus possible de faire quoi que ce soit. » Elle a dit, « Alors je croirai pour vous. » Puis, peu à peu, chaque jour davantage, elle a commencé à parler de Bruno Gröning. Au début, j'avais vraiment du mal à m'y faire. Il n'était pas non plus dans l'annuaire. Je voulais bien en savoir plus, elle avait déjà éveillé ma curiosité, mais tout cela me paraissait tellement insolite. Je ne m'en suis pas beaucoup préoccupée, je voulais garder mes distances. Mon attention était seulement tournée vers mon père qui souffrait tellement. Mais Madame Lölgen était pleine de confiance. Elle disait « Attendons un peu, cela va revenir ». C'était pour nous si irréel et invraisemblable que quelqu'un puisse dire une telle chose alors qu'on pouvait voir dans quel état se trouvait mon père. On voyait très bien comment il allait. C'était étrange. Chaque jour, on remarquait un changement chez mon père. La coloration bleue du bras s'était atténuée et le bras était redevenu normal. C'était étrange. Pendant 5 semaines, il n'avait plus été en mesure de digérer et d'un seul coup, la digestion était redevenue normale. Étrange. Puis nous avons fait un cocktail avec tout ce qui nous venait en tête. Jus d'orange, jaune d'œuf, sucre de raisin, banane, tout dans un verre. Madame Aitken m'a donné le verre et est vite sortie. Et j'étais là, directement devant lui, sans savoir ce qui m'attendait. J'aurais pu y penser, mais je ne pensais à rien, que s'il avait une tumeur cancéreuse à l'œsophage, tout rejaillirait. Mais il a bu, et rien n'est remonté. Oui, et il a fini par remanger normalement. C'est un peu condensé tout ce que je raconte là, mais c'est le souvenir que j'en ai. Il a pu remanger du pain noir, reboire de la soupe aux lentilles, donc une nourriture consistante. Il a pu se rasseoir sur une chaise normale et aussi remonter les escaliers. C'était formidable.
Ja, und dann kam mir so allmählich in den Sinn. Oui, et j'ai alors réalisé petit à petit qu'il s'était passé quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Madame Lölgen s'est adressée à moi. Madame Kamp, vous avez vu maintenant ce qui est possible, et je vous conseille de vous faire introduire à l'enseignement de Bruno Gröning. Ich bin dann mit meiner ganzen Familie zu Frau Häusler damals noch gefahren. Je suis allée avec toute ma famille chez Madame Häusler. Elle habitait sur le Grimberg. Madame Häusler nous a introduits à l'enseignement de Bruno Gröning, seulement notre famille. Nur unserer Familie. Und das war für mich J'ai été comme transformée. Je me suis sentie si légère après. J'avais l'impression de planer pendant la journée en faisant mes courses. Je ne cessais de me dire, que t'est-il arrivé? Boah, was ist mit dir geschehen? Das ganze Dorf wusste dann, Herr Heidken ist wieder die Treppen heruntergegangen. Tout le village était au courant. Monsieur Heidken a redescendu les escaliers. Il est allé chez sa fille. C'était peu avant Pâques. Et Madame Kamp a tout de suite pleuré en voyant son père là. Quand il est entré, cela nous a émus toutes les deux de l'entendre dire « Ah, vous avez aussi un oiseau ?» Nous avions une cage à oiseaux. Et il a réagi de la manière joviale que nous lui connaissions. Plus tard, il est allé aussi à Dillenburg, sur la tombe de Bruno Gröning. In Dillenburg mussten wir einen Berg hinaufgehen, zum Grab À Dillenburg, le chemin montait pour arriver à la tombe, car le cimetière est assez accidenté, on peut dire. Et mon père a eu raison de ce chemin raide, lentement, à petits pas, mais il l'a franchi. Et puis arrivé sur la tombe, il s'est assis sur un petit banc et a observé ce que faisaient les gens. C'était une chose toute particulière de voir qu'il était capable de refaire cela. C'était quelque chose de tout particulier, et sur le chemin du retour, nous ne ressentions que du bonheur en nous. Sa guérison était arrivée à son terme. C'était merveilleux. Ja, der ganze Heilungsprozess, das war wunderbar. Ce sont des guérisons comme celle-ci qui confortent Madame Häusler dans l'idée de persévérer et d'ouvrir à ceux qui souffrent la possibilité de la guérison par voie spirituelle, selon l'enseignement de Bruno Gröning. Ce n'est pas seulement en Allemagne qu'elle fonde des communautés et qu'elle s'occupe des personnes en quête d'aide, mais elle se rend aussi dans les pays voisins pour y parler de Bruno Gröning. Madame Häusler m'a demandé si je pouvais me libérer une semaine pour que nous puissions rendre visite à des personnes en quête de guérison. J'ai accepté et j'ai pris des vacances. Ma femme est venue avec nous. Puis nous avons commencé par Heidelberg chez une jeune doctoresse. De là, nous avons continué vers la France, vers Bütten, où nous avons rendu visite à 2 vieilles dames. Un très beau moment. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la Suisse et vers l'Autriche. Nous sommes aussi allés en des endroits, en France par exemple, rendre visite à 2 ou 3 amis et avons fait 1 heure de communauté avec très peu de gens. Nous étions presque plus nombreux que les personnes à qui nous rendions visite. Au début, c'était la même chose en Suisse, où il y avait une petite communauté avec une poignée d'amis. Puis nous sommes allés jusqu'au Tyrol du Sud et y avons fait des introductions. C'était parfois une seule famille. Oui, les débuts ont été laborieux et j'ai admiré l'esprit batailleur de ma belle-mère qui mettait tout en branle pour répondre à chaque appel à l'aide. Où que ce soit, elle est allée partout, même si cela prenait un week-end entier. Pour elle, cela en valait la peine. Cela durait toujours jusqu'à une heure avancée de la nuit. C'est clair que ces voyages n'étaient pas du gâteau, qu'on dormait à peine, qu'on était jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avec les amis, qui avaient beaucoup à raconter et des questions à poser, et s'entretenaient avec Madame Häusler. Oui, il en était toujours ainsi, qu'elle n'était pratiquement jamais chez elle le week-end, et qu'elle le consacrait seulement aux amis. Et cela m'a toujours surprise. Cette femme avait une grande famille, une maison, un jardin. D'où prenait-elle toute cette force et cet engagement? Pour se rendre en plus en Autriche,
et parler aux amis de Bruno Gröning. J'avais beaucoup d'admiration pour ce que Madame Häusler faisait. Qui ferait cela? Voyager ainsi dans toutes les directions à travers l'Europe, pour ainsi dire, et maintenant à travers le monde entier. Qui ferait cela? C'est quand même quelque chose. Quelle expérience quand on voyageait avec elle. On revenait rempli de force, jamais fatigué. Le lundi matin, on retournait au travail. « Comment vas-tu ?»« Bien. Où es-tu allé ?»« Je suis allé en Autriche. » Personne ne pouvait le comprendre. J'étais parti comme ça le week-end en Autriche, parti le vendredi soir et revenu au travail le lundi matin. Mes collègues de travail disaient « Tu travailles du chapeau ». Je le répète comme ils l'ont dit. Aller le week-end en Suisse, en Autriche, en France, 2500 kilomètres. Il y a mieux pour passer son week-end. Madame Häusler entreprend ses longs voyages toutes les 6 semaines. Mais là où elle se rend, le nombre des amis augmente à peine. Alors qu'au milieu des années 80, le cercle des amis compte déjà plus de 700 amis en Allemagne, il n'y a en Suisse et en Autriche que très peu de nouveaux. Ils y obtiennent bien aide et guérison, mais Madame Häusler et ses accompagnateurs continuent d'y être reçus dans les salles de séjour et les cuisines. La plupart du temps, c'était équilibré. Autant de visiteurs que d'amis locaux, non seulement pendant une courte période, mais durant des années et des années. C'était passablement difficile et cela a duré longtemps jusqu'à ce qu'ils viennent enfin plus d'amis. Je me souviens de certains voyages où nous étions plus d'amis dans la voiture que de personnes qui nous rejoignaient là où nous nous rendions. Quand on y pense, on se rend là-bas toutes les 6 semaines, comme Madame Häusler l'a fait, et on ne constatait jamais de progrès tel que l'on eût pu dire. 6 semaines plus tard, il n'y avait plus 3 personnes, mais 9, ou 12, ou 15, ou 20. Non, ils étaient toujours 3 et c'était tout. Elle se rendait là-bas toujours pour les 3 mêmes amis. Elle ne s'est jamais résignée. Elle a toujours capté la force pour les quelques personnes présentes. Elle est allée les voir. Elle a vraiment fait ce voyage seulement pour ses amis. Madame Häusler ressentait en elle qu'il fallait persévérer et continuer. Cela s'est finalement avéré efficace. Petit à petit, toujours plus de personnes intéressées et d'amis sont venus, et le cercle est devenu de plus en plus grand. Si dans les années 80, ce n'étaient que quelques amis qui se réunissaient à Vienne lors des heures de communauté, il existe déjà maintenant en 2006 à Vienne plus de 20 communautés. Des congrès sont également organisés dans la capitale autrichienne. Mais quel que soit le nombre des amis, il se produit toujours au cours de ces années des guérisons surprenantes. Chers amis, je suis vétérinaire. Je suis venue au cercle des amis de Bruno Gröning il y a 10 ans. J'avais à l'époque plusieurs affections graves et j'avais déjà pensé plusieurs fois sérieusement à mettre fin à mes jours. J'avais souffert depuis ma naissance d'une névrodermite extrêmement grave, avec de l'eczéma sur tout le corps, des plaies ouvertes, des démangeaisons jour et nuit, sans aucune aide médicale possible en dehors de la cortisone. J'avais beaucoup d'allergies à cette époque. J'étais allergique à tous les poils d'animaux. Je devais suivre une diète très stricte qui m'interdisait toute consommation de protéines animales. Mais j'avais quand même cette maladie de la peau qui me défigurait vraiment. Après que j'ai appris à vivre avec cette maladie, une autre est venue s'y ajouter, une maladie auto-immune qui fait que le système immunitaire du corps se retourne contre ses propres cellules. Et en ce qui me concerne, ce sont les racines des cheveux qui ont été entièrement détruites, ce qui a entraîné une perte totale des cheveux en l'espace de quelques semaines. Pendant des années, mon corps a vraiment été dans un état semblable à celui provoqué par une chimiothérapie, entièrement dépourvu de poils et de cheveux. Je portais une perruque et un foulard et avais le sentiment d'être proscrite, comme une lépreuse, car bien sûr tout le monde me regardait. Je n'avais plus aucun espoir. La médecine classique ne me donnait aucun espoir de guérison. Pour ce qui est de la médecine alternative, j'ai tout essayé de ce que l'on pouvait acheter à l'époque. J'ai dépensé des sommes considérables sans aucun résultat, et cela des années durant.
J'étais dans cet état quand, pendant un moment de clarté, j'ai encore rassemblé la volonté et la force de chercher quelque chose qui pourrait m'aider. C'est de cette manière que je suis tombée sur le cercle des amis de Bruno Gröning. Je suis alors allée à cette conférence d'information et ai entendu parler d'une force dont j'avais ignoré l'existence jusqu'alors. Je l'ai captée ou bien je l'ai laissée s'écouler en moi et je suis sortie guérie. Et tout est redevenu normal en l'espace de quelques semaines et de quelques mois. Les allergies et les dépressions ont pratiquement disparu du jour au lendemain. Dès le jour suivant, j'ai pu arrêter la cortisone et tous les médicaments, car je n'avais plus aucune raison de les prendre. Le rhume continuel, l'asthme, la dégradation de la peau, ces œdèmes d'où l'eau sortait toujours, tout cela était parti. J'ai pu tout remanger du jour au lendemain, ce qui à l'époque m'est vraiment apparu comme un miracle, car c'était tellement extraordinaire de pouvoir vraiment remanger de tout, du chocolat et tout ce qui m'avait été interdit pendant des années, et de pouvoir me sentir en bonne santé. Ma peau a guéri en l'espace de quelques semaines et tout est rentré dans l'ordre. J'ai été guérie et je le suis restée. C'est la chose la plus précieuse qui puisse arriver à quelqu'un dans sa vie. Cette joie de vivre entièrement nouvelle m'a conduite à réorganiser complètement ma vie. J'ai commencé mes études de médecine vétérinaire et les ai menées à bien. Déjà pendant les études, je ressentais cette joie et cette motivation, ravivée par le fait de pouvoir me consacrer enfin à ce que j'avais toujours voulu faire. Auparavant, je n'aurais jamais pu étudier la médecine vétérinaire. Mon corps ne me l'aurait pas permis. C'était pour moi chaque jour un cadeau de pouvoir m'occuper de chaque animal, de pouvoir aller partout dans l'étable sans ressentir aucune réaction allergique, ni de trouble corporel quelconque. Toute chose qui n'aurait pas été possible auparavant. Tout est dans l'ordre. C'est merveilleux. Je suis maintenant depuis plusieurs années une vétérinaire heureuse, engagée et motivée. J'ai mon propre cabinet. Je collabore aujourd'hui avec le groupe médico-scientifique spécialisé dans la documentation des rapports de guérison d'animaux. J'y ai déjà vécu des choses magnifiques. Des guérisons documentées, de cancers, de fractures osseuses des plus compliquées, de maladies virales contre lesquelles la médecine vétérinaire est impuissante jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le plus beau travail qui soit, pour un vétérinaire qui aime son métier. Le schnauzer nain Léo était encore un chiot quand il fut gravement blessé aux pattes postérieures. Il avait été heurté par une voiture à l'âge de 8 semaines. Ma belle-sœur est tout de suite allée chez le vétérinaire et lui a fait faire une radio. Le vétérinaire a dit qu'il fallait le piquer en raison de cette grave blessure. Sie hatte eine Röntgenaufnahme gemacht und darauf war zu erkennen, dass die Elle avait fait une radiographie sur laquelle on pouvait voir que le péroné et le tibia étaient fracturés et que l'épiphyse du fémur était arrachée. Elle a dit que cela ne pourrait pas se ressouder et que le chien ne pourrait jamais remarcher normalement. Also er könnte nie mehr richtig laufen. Quand chez un être vivant aussi petit, on peut dire chez un nourrisson, l'épiphyse est détruite, il y a eu une véritable destruction de tissus qui ne peuvent plus se régénérer. Même en cas de guérison, on ne peut plus s'attendre à ce qu'il se forme un os entier, droit et long. J'ai vu les radiographies. Il y a eu une rupture totale. Ces parties osseuses étaient entièrement isolées l'une de l'autre. La vétérinaire qui a donné les premiers soins a tout de suite conseillé de piquer le chien, ce qui, du point de vue médical, est entièrement justifié. Car si on veut soigner cela, c'est une chose très compliquée. Il faut opérer et fixer avec des tiges ou autres moyens de fixation. Cela aurait signifié pour le chien une longue épreuve douloureuse. Et en fin de compte,
le résultat aurait été plus que douteux. Donc cet animal n'a été soumis à aucune intervention thérapeutique. On lui a fait seulement lors des premiers soins une piqûre pour calmer les douleurs. Mais celle-ci agit au maximum 7 à 8 heures. Et puis l'effet calmant disparaît aussi. Je suis donc allée chercher le chien dans la soirée. Je me suis assise avec lui sur le sofa et j'ai fait longuement et intensément l'Einstellen en demandant à Bruno de rendre au chien toute sa santé et que tout redevienne comme auparavant. Je me suis rappelée d'une photo de Bruno Gröning sur laquelle il tient un petit chien et le regarde avec le regard le plus doux du monde. Le lendemain, il s'était déjà passé beaucoup de choses. Il était de bonne humeur et on pouvait voir qu'il ne souffrait plus. La semaine suivante, il est resté tout le temps dans sa corbeille. Et puis, il a commencé à essayer de marcher. Au début, il ménageait sa petite patte blessée. Mais son envie de jouer la lui a vite fait oublier. Et au bout de 2 semaines, on ne voyait plus rien du tout. Au bout d'une semaine, ce chien a été en mesure de remarcher, sans avoir subi aucun traitement médical. Ce chien a guéri totalement. Et cette histoire étant tellement incroyable, nous avons décidé 1 an plus tard de faire faire à nouveau une radiographie pour voir ce qu'il en était. Lors de cette radiographie, que nous avons fait faire par une autre vétérinaire, nous avons raconté ce qui s'était passé. Et il ne pouvait absolument pas croire qu'il était arrivé une telle chose à ce chien. Sur la radiographie, on ne voyait plus qu'un tout petit point à l'emplacement de la blessure. Sur cette radio de contrôle, on voit bien que les 2 pattes sont parfaitement droites et en bonne santé. Les os longs sont exactement de la même longueur. Les genoux sont en parfait état. Le chien n'a aucune douleur en marchant et n'a plus jamais eu aucun problème. Je me souviens de discussions très animées pendant les conférences d'information, car il y a toujours des médecins qui me disent « cela n'est pas possible ». Et je leur dis « c'est justement ce dont je parle, que cela n'est pas possible ». Cet os n'a pas été remis en place. On n'a pas mis de plaque, on n'a absolument rien entrepris. La guérison est venue d'elle-même. Et quand on se représente ce qui a dû se passer là, pour que ces 2 parties d'os puissent se retrouver et se relier de nouveau, que l'épiphyse se régénère complètement, ce qui est pratiquement impossible, et que le tout redevienne une petite patte en bonne santé, cela dépasse vraiment l'entendement. C'est comme si vous preniez une feuille de papier et la déchiriez en 2 et posiez les 2 moitiés sur une table en disant « Bon, je veux maintenant qu'elle redevienne entière. » Vous revenez au bout d'1 heure, prenez la feuille et elle est de nouveau entière. C'est exactement la même chose. On ne peut pas le décrire autrement. Oui. Et quand vous assistez à une chose pareille, il y a encore un autre aspect. En tant que vétérinaire, on est confronté chaque jour aux problèmes de santé des animaux, à la maladie, à la pathologie sous toutes ses formes. La pathologie par excellence, c'est-à-dire comment un corps sain devient graduellement de plus en plus malade. Et tout d'un coup, une chose pareille, c'est du pur élixir, parce qu'on voit vraiment qu'il peut en être autrement. Chaque année, le Cercle des Amis de Bruno Gröning organise en Autriche des semaines de randonnée. Les amis se rencontrent autour de la Bischofsmütze, dans le massif du Dachstein, pour puiser ensemble la force dans la nature et pour se reposer. Ces semaines de randonnée ont vu le jour à la fin des années 80, lorsque quelques amis sentirent en eux le désir de passer des vacances en commun dans les montagnes.
C'est ainsi que les amis sont venus ici les premières années, au nombre de 30, 40, 50, 60, pour monter ensemble sur les montagnes de cette région et jouir de la nature. À la fin de la semaine, ils ont senti qu'ils étaient ragaillardis, revigorés, fortifiés quand ils sont rentrés chez eux. Ils sont alors revenus, et d'année en année, le nombre de ceux qui voulaient participer et qui sont venus a augmenté continuellement. De sorte que nous sommes cette semaine 650 amis, ici au pied de la Bischofsmütze. Am Fuße der Bischofsmütze stehen. Von hier aus werden die Wanderungen unternommen. Les randonnées partent d'ici, bien sûr, pas en un seul groupe, mais nous formons des groupes de 20 à 40 amis. Et il y a beaucoup de randonnées magnifiques que l'on peut faire en journée. Die dann tagsüber gemacht werden. Und am Abend sind wir dann gemeinsam. Le soir, nous sommes tous réunis. Il y a dans le village un endroit où les 650 amis peuvent se rassembler et où l'on peut entendre les merveilleux récits des amis qui racontent ce qu'ils ont vécu dans la nature. Hier in dieser Natur erleben. J'ai souvent vécu, quand je suis dans la nature, et aussi que les pensées que tout est orienté vers le haut et dans la force, que je remarque d'un seul coup, il arrive un vent très doux, tendre et caressant, et qui me caresse et m'effleure avec douceur. Et je sens qu'il se lève le vent, il se lève d'un seul coup, comme maintenant. Maintenant, il y a un vent semblable qui arrive. Il faut alors ouvrir son cœur, et on remarque alors que c'est lui qui nous effleure et nous caresse. Je peux capter cela, et le corps réagit positivement. Quelle belle expérience! Si nous regardons là derrière, par exemple, là, ces herbes, elles sont toutes de très petites antennes. Comme ici, les poils de mon bras. Ce sont les poils de notre mère, la terre. Elles apprécient le vent, se balancent au gré du vent. Ce sont de toutes petites antennes fines. Elles font exactement la même chose que notre corps. Elles captent maintenant la dernière lumière du soir et ces souffles de vent qui pénètrent alors dans la terre. Tout est toujours identique. Le corps est exactement comme la terre. Il arrive maintenant un si beau vent, n'est-ce pas? Il nous rafraîchit légèrement et justement ici, tout réagit. Ou bien, un peu plus loin derrière, on voit ces zones là-bas, les buissons et le mélèze. Ils se laissent bercer par le vent. Ah, ils savourent ce vent tiède du soir qui les traverse et automatiquement aussi la lumière qui se reflète. Quand on regarde cela, on y participe. On ressent tout dans son corps. On ne peut faire autrement que de regarder et accueillir en soi. Et c'est le Hellstrom qui m'y a sensibilisé. La nature tient une grande place dans l'enseignement de Bruno Gröning et bien sûr aussi dans le cercle des amis de Bruno Gröning. C'est pourquoi on n'y organise pas seulement des semaines de randonnée, mais on y fait aussi des photos de la nature qui sont mises à la disposition des amis. La nature est Dieu, disait Bruno Gröning. Et quand on photographie, la force que l'on ressent en cet instant est contenue dans la photo. C'est particulier. Quand on fait le Einstellen pour une photo, quand on ne pense pas « je sais photographier », mais qu'on demande vraiment à Dieu « prends la photo s'il te plaît, je ne sais pas le faire », alors il place tout ce qui est nécessaire dans la photo. Ceux qui sont ouverts à cela peuvent le ressentir. C'est très spécial.
Quand Anneke Hagen de Waal entend parler pour la première fois de Bruno Gröning, elle ne peut plus compter pouvoir jamais refaire des photos. Sa santé est ruinée, et après 7 années et demie de martyre, sa situation est désespérée. J'étais dans un fauteuil roulant et de ces 7 années et demie, j'ai passé les 2 dernières allongée sur le dos dans mon lit. J'avais de telles douleurs. Je ne pouvais plus me retourner toute seule. Je devais caler ma tête avec 2 oreillers, faute de quoi les douleurs étaient insupportables. Et puis, en 1994, une amie qui avait eu la même maladie que moi m'a parlé du cercle des amis de Bruno Gröning. Elle avait eu une encéphalopathie myalgique comme moi, mais à un degré moindre, et elle avait obtenu la guérison. Anneke Hagen de Waal recouvre également la santé en l'espace de quelques mois. Elle n'est plus alitée, n'a plus besoin de fauteuil roulant et peut mener à nouveau une vie heureuse et libre de tout souci. Elle ne fait pas seulement de merveilleuses photos avec son mari, mais ensemble, ils ont aussi la responsabilité de ce qu'on appelle le travail pour les plus nécessiteux au sein du cercle des amis de Bruno Gröning. Les personnes concernées cherchent à guérir de leur dépendance ou ont déjà obtenu la guérison. Das hat eigentlich alles angefangen mit einer Heilung, die passiert ist. En fait, cela a commencé par une guérison qui s'est produite au cours d'une heure de communauté tout à fait normale, à laquelle un ami amenait toujours avec lui une femme dépendante de l'héroïne. Cet ami a été délivré de sa dépendance, et c'est avec cette guérison que tout a commencé. Cette femme a un cœur généreux et compatissant pour les toxicomanes ou ceux qui l'étaient. C'est ainsi que l'idée est venue de leur donner une possibilité de capter la force et surtout d'être délivrés. En ce qui me concerne, j'ai bu mes premiers verres d'alcool à l'âge de 15 ou 16 ans. Tous autour de moi buvaient de l'alcool. Mes parents, ma famille, mes connaissances, toutes les occasions étaient bonnes. J'ai commencé à l'époque un apprentissage en tant que décorateur. Là aussi, on buvait de la bière pendant le travail. Ce ne fut pas une période simple pour moi. Notre chef était très autoritaire. Je peux dire que je me suis assez rapidement réfugié dans l'alcool. Pendant les pauses, et surtout le soir, après le travail. À un moment donné, cela avait pris de telles dimensions qu'en sortant de la disco, nous allions dans la disco suivante, puis au bistrot, jusqu'à ce que tout soit fermé. Alors nous allions chercher un cajot de bière à la station-service pour continuer chez nous. Cela a duré des années. Le problème résidait dans le fait qu'il ne pouvait plus s'arrêter et qu'il devenait souvent très agressif après avoir bu de l'alcool. Nous nous disputions un mot ou une phrase de travers et la dispute commençait. Et là non plus, il ne pouvait plus s'arrêter. Cette époque a été pour moi... Je ne trouve pas les mots pour la décrire. C'était une lutte. C'était une telle lutte pour moi. D'un côté, je ressentais en lui un homme bon et sensible, et de l'autre côté, cette transformation quand il avait bu de l'alcool. Nous n'en pouvions plus. Je peux dire que c'était l'enfer. Ma femme m'a dit, « Il faut que tu te décides. Cela ne peut pas continuer comme ça. C'est moi ou l'alcool. » Je savais ce que je voulais. Je voulais vivre avec ma femme. Je ne voulais plus dépendre de l'alcool. J'ai alors pensé que je pourrais apprendre à boire raisonnablement. Mais je dus me rendre à l'évidence, c'était impossible. Je ne pouvais pas boire comme les autres un simple verre de vin le soir. Je ne le pouvais pas. Quand je commençais, il fallait que je continue. Aujourd'hui, je qualifie cela de servitude. L'alcool m'avait vraiment assujetti.
Ceux qui ne connaissent pas cela disent souvent « arrête tout simplement » ou bien « rien ne t'oblige à boire ». Mais en réalité, on est obligé de continuer. On ne peut pas s'arrêter, même si on le veut. Und so habe ich viele Versuche angestellt, mit dem Trinken aufzuhören. J'ai essayé de nombreuses fois d'arrêter de boire. J'ai échoué souvent. Et les échecs m'ont fait désespérer. Fehlgeschlagenen Versuchen verzweifelt. J'ai tellement prié. Une nuit, j'ai prié si fort. J'ai dit, mon Dieu, si tu existes vraiment, aide-nous. Et 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un dépliant dans un magasin. Aide et guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. Je l'ai pris et j'ai eu comme le sentiment que c'était ce dont nous avions besoin. Ja, und heute kann ich Ihnen und darf Ihnen Voilà, et aujourd'hui je peux vous dire, j'ai la grâce de pouvoir vous dire que j'ai reçu en cadeau ma délivrance de l'alcool 9 mois plus tard. Et que je suis maintenant depuis plus de 7 ans entièrement guéri de l'alcoolisme. Von Alkoholismus. Au début, je ne pouvais pas du tout comprendre. Je ne pouvais vraiment pas le croire non plus, parce que cela faisait déjà tellement d'années que j'entendais dire « j'arrête de boire » ou « je vais y arriver, j'arrête ». 1 semaine, 2 semaines, et le drame recommençait. Il m'a fallu beaucoup de temps, je l'avoue franchement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que c'était vrai et pour avoir confiance en la situation. Il est guéri. Le problème de l'alcool fait partie du passé. Thema Alkohol ist erledigt. Ich brauche nicht mehr trinken. Je n'ai plus besoin de boire. Je pourrais même, si je le voulais, boire raisonnablement, ainsi que je me l'étais imaginé dans le passé. J'en serais même capable aujourd'hui. La médecine dit qu'on ne peut pas guérir de l'alcoolisme, qu'il n'y a que des alcooliques sevrés. Moi, je suis guéri. Ich hab's getestet. Je l'ai vérifié. Ich hab schon Wein getrunken. J'ai déjà bu du vin ou une bière normale, pensant qu'elle était sans alcool. Et cela ne m'a rien fait. Und es hat mir nichts ausgemacht. Il n'est pas explicable que quelqu'un soit subitement guéri de cette dépendance sans traitement psychothérapique. Il est intéressant que M. Hölzel puisse manger par exemple un chocolat à la liqueur sans pour autant faire de rechute. Il n'a pas besoin d'y renoncer, comme c'est le cas ordinairement pour un alcoolique sevré, qui doit absolument éviter de boire. Il est simplement guéri. Il y a beaucoup d'anciens alcooliques qui ont obtenu la guérison ici, au Cercle des Amis, et qui peuvent, lors d'une fête, boire 1 ou 2 verres de bière ou manger une glace à la liqueur. Cela va à l'encontre de ce que constatent les thérapeutes dans le traitement de l'alcoolisme. Une petite quantité signifie la rechute. La rechute signifie retour à la case départ. C'est cette dépendance dont parlait ma femme. Ils en rêvent la nuit. Ils rêvent de drogue, ils rêvent de bière, de tout ce qu'on peut imaginer, et ça ne les quitte pas. C'est comme une pression intérieure qui pousse à le faire, et cela demande de très gros efforts, une volonté inouïe pour ne pas le faire. Nous avons toujours ou très souvent constaté que, lors des guérisons, ce fardeau psychique disparaît et que les gens ne pensent plus du tout à l'alcool ou aux drogues. C'est entièrement parti. C'est quelque chose de très particulier. C'est comme s'ils recevaient une deuxième vie en cadeau. Wie als wenn die ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Ich bin frei. Je suis délivré. Délivré de cette dépendance, de cette soumission à l'alcool. Je mène aujourd'hui une vie tout à fait normale. J'ai passé mon permis de conduire. J'ai mis sur pied ma propre entreprise de décoration. Aujourd'hui, ma vie est heureuse, pleine de joie et vaut la peine d'être vécue. Quelle délivrance cela a été pour moi. Quelle délivrance. Nous pouvons vivre ensemble sans ces répercussions épouvantables.
Je dis parfois que l'amour a été dégagé de toute l'obscurité qui le recouvrait. Ich durfte da schon viele Kommentare schreiben von ganz, muss ich sagen, spektakulären. J'ai déjà eu la grâce de commenter beaucoup de guérisons, je dois dire, spectaculaires, où les troubles qui se manifestaient depuis des décennies ont disparu d'une façon tout à fait inattendue. Et ce qu'ils ont de particulier, et que je n'ai jamais rencontré ailleurs, c'est que les troubles se dissipent sans entraîner de syndrome de sevrage. Dans tous les cas que j'ai pu commenter jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune rechute. C'est quelque chose de très particulier et que je n'ai jamais constaté nulle part ailleurs. À l'âge d'environ 17 ans, mon ami, qui est devenu plus tard mon mari, et moi-même, avons été invités par une connaissance à fumer un joint, une cigarette de hashish. Nous avons alors fumé avec lui, et puis cela a continué. Les 2 ou 3 fois suivantes où nous nous sommes rencontrés, nous avons à nouveau accepté l'invitation. Puis nous avons commencé à nous en procurer nous-mêmes. Au début, presque toujours 10 grammes. Nous les fumions pendant le week-end. On rencontre alors toujours plus de gens qui prennent de la drogue et on apprend toutes sortes de choses. J'ai alors commencé des tripes au LSD, du speed, de la cocaïne, des comprimés en combinaison avec de l'alcool et jusqu'à l'héroïne. Quand j'y repense, je ne vois aucune drogue que je n'ai pas prise. Que ce soit l'ecstasy ou d'autres, je les ai vraiment toutes prises, sans exception. Champignons hallucinogènes, vraiment toutes. À cause de toutes ces drogues, de la consommation de drogue pendant des années, j'ai attrapé des douleurs aux articulations. Et je suis allée voir pour cela un médecin qui m'a traité par acupuncture. Et j'ai vu chez ce médecin un prospectus « Guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning ». Invitation à une conférence d'information de médecins. La conférence avait lieu le 22 octobre 1998. La conférence terminée, nous sommes rentrés chez nous. Et dans la voiture, la pensée m'est venue tout à coup. Maintenant, tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes de fumer du hashish. Je l'ai dit alors à mon frère. Tu sais, j'arrête maintenant de fumer du hashish. Et lui, très bref, oui, Andrea, je te connais, ou quelque chose comme ça. Et c'est clair, pendant 18 ans, il m'avait connue que dépendante de la drogue. Et voilà, depuis le 22 octobre 1998, depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais pris de drogue dure. Plus d'héroïne, plus de cocaïne, plus de comprimés, plus rien. Et ce qui est pour moi si important et si intéressant du point de vue médical, c'est qu'elle n'a connu aucun syndrome de sevrage. Normalement, après des années d'abus de drogue, un état de manque corporel se manifeste, et il n'est pas apparu. Ce témoignage de Mme Mattelschweiger est tellement particulier car il n'est pas explicable médicalement ni psychologiquement. Cette guérison n'aurait pas dû se produire ainsi. Elle aurait dû être en état de manque après la conférence, et celui-ci aurait dû diminuer en l'espace de 2 ou 3 semaines. Psychologiquement, ce n'est pas explicable, car elle n'a connu aucun état de manque et ne s'est soumise à aucune thérapie. On ne peut pas guérir de cette façon. Elle était dépendante à un haut degré. Elle a été délivrée spontanément en captant ce Heilstrom, en assistant à cette conférence avant laquelle elle s'était encore assommée au cannabis. Elle a été délivrée et l'est restée. Et cela depuis presque 10 ans maintenant. Du point de vue psychologique, ce n'est pour moi ni explicable ni même compréhensible. Je me souviens de l'instant où j'ai lu ce témoignage sur mon ordinateur. J'ai regardé l'écran de longues minutes, la bouche bée, et ne savais quoi penser. Et aujourd'hui de même, je n'ai pas d'explication. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien, libre. Je peux de nouveau jouir de ma vie. Je peux, comme maintenant, m'asseoir à une terrasse et boire quelque chose sans avoir à penser « Comment vais-je me procurer de la drogue ?» Oui, je me sens en bonne santé et jeune. Oui, simplement heureuse de vivre. La joie est revenue. Je peux jouir à nouveau de ma vie. Die Freude wieder, kann mein Leben wieder genießen. Heraus aus den Stuben, ihr Mädchen und
Pour épargner aux jeunes de connaître un destin semblable à celui d'Andrea Mattelschweiger ou de Ulrich Hösel, il existe aussi dans le cercle des communautés des jeunes qui peuvent y découvrir l'enseignement de Bruno Gröning et disposent ainsi d'un instrument qui peut leur donner soutien et confiance dans toutes les situations de la vie. Quand je suis venu dans la communauté, j'avais 21 ans, j'étais donc presque encore un jeune, et j'avais vécu moi-même le manque d'orientation. On gaspillait son temps et ses forces à faire des choses qui nous amusaient peut-être, mais dont on peut se demander par ailleurs si elles avaient vraiment un sens, si elles étaient en mesure de nous apporter une satisfaction durable. C'est difficile pour un individu, quand tous les autres boivent ou vont jusque tard dans la nuit dans les discos pour s'enivrer ou consommer des drogues. C'est difficile de dire « non, je ne trouve pas ça bien ». La pression est si forte. C'est pourquoi ils ont besoin des communautés. Les jeunes doivent pouvoir constater qu'il y a d'autres jeunes qui sont différents et qui sont bien plus heureux. On le ressent quand on est avec eux. Je me souviens encore que nous allions effectivement à la disco après l'heure de communauté, et puis qu'un soir, alors que nous y étions, nous nous sommes dit « Qu'est-ce que nous faisons ici ?» Et que nous avons ressenti nous-mêmes « Ce n'est pas ce que nous recherchons. » C'est notre motivation dans le cercle des amis. Nous voulons donner tôt aux jeunes la chance ou leur offrir la possibilité d'apprendre assez tôt à recouvrer la santé et à rester en bonne santé grâce à l'enseignement de Bruno Gröning. À l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à souffrir des troubles de comportement alimentaire. Cela a commencé par une anorexie mentale. Je faisais du sport de compétition et me suis laissé prendre au jeu. C'était à l'époque où mes parents ont divorcé. J'ai arrêté de manger, fait attention à ma ligne et suis devenue de plus en plus mince. Par la suite, je suis toujours passée d'un extrême à l'autre. Ne rien manger, manger trop et de nouveau ne rien manger. J'ai passé en une année d'un excédent de poids de 15 kilos à une insuffisance de 10 kilos. Et cela en très peu de temps. Puis les dépressions sont venues car on ne voit plus aucun sens à la vie. J'ai suivi des thérapies pendant lesquelles les médecins m'ont dit « Nous allons maîtriser la chose, mais vous aurez toujours des problèmes avec la nourriture. » Je ne voulais pas cela, mais que mon esprit soit libéré de cette chose. Je ne voulais plus être obligée de réfléchir à mon comportement alimentaire. Suis-je trop grosse ou suis-je trop maigre? Cela a été très difficile pour moi. Je me faisais toujours plus de soucis et voulais absolument lui venir en aide et étouffais. Je suis allée avec elle chez le psychiatre, chez 3 en tout, et pour finir chez une thérapeute. J'ai acheté des livres pour pouvoir l'aider. Plus je lisais de choses là-dessus, plus la peur et les soucis grandissaient et mon état se dégradait en conséquence. J'étais vraiment dans le creux de la vague quand je me suis dit « Je ne veux plus continuer ainsi, je mets fin à mes jours. » Et j'ai essayé. Heureusement, cela n'a pas marché. Le désespoir de Mme Rosic devait être immense, comme le prouve la tentative de suicide qu'elle a entreprise avec des comprimés pour échapper à cette perte continuelle du contrôle d'elle-même et à son impuissance. Alors elle est venue au cercle des amis, ou plutôt sa mère. Je me suis d'abord demandé où j'étais, les mains ouvertes, mais après qu'ils m'ont expliqué que je devais m'ouvrir, j'ai ressenti pour la première fois une telle paix en moi. Comme ça, intérieurement, j'ai pensé « Tout va s'arranger ». Je ne sais pas d'où cette pensée est venue. J'ai pris le livret d'introduction, la photo de Bruno, et j'ai dit « Bruno, si c'est vrai ce qu'il raconte là-dedans, s'il te plaît, aide-la ». Il s'est passé la chose suivante. Je me suis levée le lendemain matin et j'ai remarqué que quelque chose n'était plus comme avant. Tout le poids du fardeau de ma vie m'avait quitté. Je me suis levée et j'ai pensé « Mais que m'arrive-t-il » Vraiment, comme si quelqu'un avait fait tomber un voile ou allumé la lumière. C'est comme si j'avais toujours été dans l'obscurité et que quelqu'un allume la lumière pour moi. Et ce qui, je crois, a été très particulier pour ma mère, c'est que je me suis levée ce matin-là et j'avais envie de déjeuner. Je suis allée vers ma maman et lui ai dit « J'aimerais bien déjeuner avec toi ». J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et elle s'est assise à table et a déjeuné avec moi. Elle ne l'avait plus fait depuis 6-7 ans. Je ne pouvais plus me rappeler quand j'avais vu cela la dernière fois. Sur le moment, j'en suis restée la bouche bée. Je ne comprenais pas. Il faut vous dire que durant les 7 années de la maladie que j'avais arrêté à un certain moment de manger devant les autres, que je sois toute mince ou toute ronde, les repas n'étaient plus qu'un acte privé. Plus personne n'avait le droit de les partager avec moi. C'est ainsi que j'ai recommencé
et j'ai remonté la pente petit à petit. À l'université, j'ai pu tout d'un coup obtenir mon diplôme en très peu de temps. Cela avait traîné en longueur à cause de la maladie et soudainement, j'ai pu terminer mes études. Je peux dire que je suis maintenant quelqu'un qui mange volontiers et qui apprécie la bonne cuisine. Je n'ai plus besoin de penser « Oh mon Dieu, j'ai un peu de bourrelet ici, il faut que j'arrête à nouveau de manger ». J'ai la tête libre, ma vie s'est libérée. Manger est secondaire, certes agréable, mais ne détermine pas la vie. Psychologiquement, cela tient pour moi du prodige qu'après 7 années d'anorexie, laquelle se transformait par la suite en boulimie accompagnée de symptômes dépressifs, ce qui est fréquent chez ces patients, cette jeune fille, qu'elle était à l'époque, ait été immédiatement délivrée de tous ces troubles après que sa mère, nouvellement introduite, a fait le Einstein pour elle. Une thérapie de plusieurs années est normalement nécessaire. Les pronostics restent quand même négatifs, car les patients avec des troubles du comportement alimentaire changent souvent de thérapeute et n'ont aucune confiance. Les rechutes sont souvent inévitables. Les attaques reviennent et les obligent à manger énormément. Mais ici, cela ne s'est pas produit. La mère a fait le Einstein pour sa fille et uniquement grâce à cela, sa fille a guéri et a voulu déjeuner le jour suivant avec sa mère, ce qui n'avait pas été le cas pendant des années. Du point de vue psychologique, cela n'est pas explicable et relève presque du miracle. Tout à coup, on nous a dit « Maintenant, nous allons faire de la danse folklorique ». Et j'ai pensé « Un vieux monsieur de plus de 70 ans était venu de Innsbruck avec des cheveux blancs comme neige, un homme très gentil, Hermann Julk. C'était très touchant. » Madame Häusler avait aussi dépassé la soixantaine à l'époque. Elle portait un costume folklorique autrichien et l'ambiance était toute particulière. Ils sont tous deux entrés dans la danse. C'était quelque chose. Cela m'a beaucoup plu. J'avais sinon plutôt toujours été une reine de disco que je fréquentais beaucoup. Et puis tout d'un coup, une chose pareille. Je ne savais vraiment pas combien une polka pouvait être entraînante. Oui, cela m'a procuré énormément de joie. Pour parler franchement, au début, je tournais cela un peu en dérision. Je pensais « Ah, super !» Cela ne m'intéressait nullement. C'était une chose que je ne connaissais pas. Pour moi, la musique folklorique, c'était tous ces chanteurs et ces groupes à l'eau de rose. Et je me suis tenue très longtemps à l'écart. Alors je suis venu dans la communauté et j'ai entendu dire qu'on y faisait de la danse et qu'on y chantait des chants folkloriques. Ma première pensée a été aucun intérêt, surtout pas. Et puis je les ai observés, y ai pris part, et j'ai constaté que cela me plaisait beaucoup et me comblait d'une toute autre manière. Et puis je m'y suis résolue et cela m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je vois les choses tout à fait autrement. Danser, c'est tout simplement beau. Cela n'a vraiment rien à voir avec cette musique commerciale. Je ressens la danse comme quelque chose de très libérateur. C'est très beau. Et on arrive encore mieux à lâcher prise. Ce que nous voulons, c'est que les personnes fassent revivre les chants populaires et le patrimoine folklorique de leur propre pays. On ne peut pas demander aux gens du monde entier de danser des danses ou de chanter des chants folkloriques allemands. La plupart des peuples ont leurs propres chants folkloriques qui correspondent à leur culture et leur origine. Ils doivent s'y adonner et les chanter. C'est ce que nous désirons. अगर तुम न होते मेरे प्रिय मित्र यह जिंदगी कैसे होती यह जिंदगी कैसे होती. Cela me réjouit énormément de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. It enjoys me from my inner heart to be with you today. Notre pays est l'Allemagne et c'est loin, très loin de chez vous.
Depuis les années 70, il existe déjà dans beaucoup de pays des communautés d'enfants au sein du cercle des amis de Bruno Gröning. L'enseignement de Bruno Gröning y est transmis d'une manière compréhensible pour les enfants. Quelqu'un a obtenu une guérison, que ce soit le père ou la mère, et le désir se manifeste. C'est quelque chose de tellement merveilleux, si facile à apprendre. Je voudrais en faire profiter toute ma famille. Il m'est arrivé de faire naufrage quelque part dans ma vie. Et je ne voulais pas que cela arrive à nos enfants. J'ai pensé, ce qui est bon pour moi, ce qui me fait du bien, fait aussi du bien à nos enfants. Et nous avons tout fait pour avoir ici une communauté d'enfants. Ils vont aussi toutes les 3 semaines dans la communauté et y vivent aussi des aides, des guérisons et surtout beaucoup de choses concernant le domaine scolaire, mais aussi corporellement. Et certains enfants sont aujourd'hui malheureusement déjà atteints de troubles psychiques. Ils obtiennent ici aide et guérison. Nous avions à Berlin une semaine pour les enfants à laquelle participait Alexander Deja. Il était très fortement asthmatique. Quand Alexander est entré à l'école, nous avons remarqué qu'il avait de plus en plus souvent des crises d'étouffement. Et le médecin nous a conseillé de consulter un spécialiste, ce que nous avons fait. Et celui-ci a diagnostiqué qu'il avait de l'asthme. Il a dû prendre un médicament à base de cortisone. Et on lui a prescrit aussi un aérosol. Ce que je peux encore très bien me rappeler, ce sont les restrictions que j'ai connues dans mon enfance. Cela a commencé quand j'étais petit. J'avais à intervalles réguliers ces crises d'étouffement qui arrivaient tout à coup 3-4 fois par mois. Je ne pouvais pas toujours tout faire comme les autres enfants. Et je me rendais bien compte, et cela avait une influence sur mon cercle de camarades. Quand, par exemple, les autres voulaient se livrer à des activités sportives, se dépenser dehors, je ne pouvais souvent faire comme eux, car il me fallait vivre avec cette restriction. Je ne pouvais pas toujours bien dormir non plus. Je ne pouvais pas m'allonger. Malgré le spray et les inhalations, j'avais de grandes difficultés à m'endormir, car j'avais tellement de mal à respirer que j'avais peur d'étouffer. Je devais donc rester assis dans mon lit et ne pouvais trouver un peu de sommeil que dans cette position assise. J'ai le souvenir que je n'étais jamais tranquille, que j'attendais toujours moi-même qu'il m'appelle, qu'il appelle sa maman à bout de force. Il était là, assis dans son lit, et avait vraiment du mal à respirer. Cela me freinait aussi dans mes contacts sociaux, de telle sorte que vis-à-vis de mes camarades, qui ne comprenaient pas toujours pourquoi je n'étais pas disponible certains jours, je me retirais et me repliais plutôt sur moi-même. Ce qui me revient aussi comme ça maintenant, c'est que toujours, lorsque ses camarades passaient devant la fenêtre pour aller jouer au football, Alexander les regardait en pleurant, car il ne pouvait pas aller avec eux. Le tout m'a accompagné une grande partie de mon enfance, plusieurs années. J'ai beaucoup pleuré à l'époque. C'était aussi une période où j'étais moi-même très souffrante, et je n'avais, à vrai dire, aucune force pour lui, ni pour moi. Je m'en remettais toujours à mon mari pour qu'il vienne, afin que je puisse me libérer, car c'était parfois une très grosse charge pour moi. On se sent simplement impuissant. On voudrait toujours être pour la famille celui sur qui elle peut compter, la planche de salut. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Et je remarquais aussi qu'en dehors, je faisais toujours celui qui pensait positivement, comme si tout allait bien. Mais intérieurement, j'étais complètement vide. J'étais tout simplement impuissant.
Mes parents ont été introduits à l'enseignement en 2000 et ils ont vécu cela d'une manière tellement positive dans le cercle des amis de Bruno Gröning qu'ils ont voulu m'en faire profiter aussi. Durant l'été 2001, nous avons alors participé à une semaine des familles à Bollmannsruh et je me souviens encore que l'endroit me plaisait beaucoup. Il y avait un lac dans les parages et ce dont je me souviens tout particulièrement est qu'il y avait un immense terrain de football et que j'ai tout de suite ressenti le désir d'y jouer au football. Auch sofort den Wunsch, da möchte ich drauf Fußball spielen. Mais cela n'a malheureusement pas été possible tout de suite. Nous étions là-bas. Il y a le matin les heures de communauté des enfants, avec chant et danse. Et on transmet aussi l'enseignement de Bruno Gröning aux enfants, et ils captent le Heilstrom. Et j'ai senti qu'Alexander ne pouvait presque plus respirer. Et je savais que c'était des Regelungen. Je le savais. Mais en tant que mère, je n'avais vraiment connu pendant toutes ces années que misère et soucis. Et je ne pouvais pas y croire. Et j'étais un peu agitée et j'avais peur aussi. Et la mère est sortie de l'heure de communauté avec ce garçonnet. Ma femme dirigeait ce congrès et se tenait sur la scène. J'étais assis un peu sur la droite près de la porte. Nous nous sommes regardés et j'ai suivi Madame Deia. Et alors Monsieur Lüger est venu et m'a prié de lui confier Alexander. Et ils sont allés tous les deux jusqu'au lac. À ce moment, quelque chose a changé en moi. J'aurais presque pleuré de joie, car en cet instant, j'ai été délivrée de ce fardeau. Quoi qu'il arrive, j'avais simplement confiance. Et tout près, à quelques pas de là, il y avait le lac, et M. Lüger a dit quelque chose que je pouvais à ce moment totalement accepter en tant qu'enfant. Il a dit « Maintenant, prends le tout, tout ce qui était en toi, et qui n'était pas bon, prends-le et jette-le dans le lac. » Et alors j'ai dit oui, et j'y ai cru aussi, et j'ai vraiment vu. J'ai bien tout jeté, et j'ai vraiment vu tout ce fardeau, et ce qu'il y avait encore là partir, et tomber dans le lac. Et tout était parti. En tant qu'enfant, je trouvais cela très compréhensible, et c'était vraiment une belle analogie, et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Car Bruno Gröning a bien dit, donnez-le, jetez-le tout simplement. Et c'est bien comme cela, il a su le faire en tant qu'enfant. Il a vraiment tout pris en pensée et tout jeté là-dedans. Et je me rappelle encore qu'à cet instant, j'ai vraiment cru très très fort que cela m'aiderait vraiment. Et tout de suite, après avoir tout jeté dans le lac, j'allais déjà un peu mieux. Puis nous sommes retournés et dans le courant de la journée, tout a fini par disparaître complètement. Et j'ai pu réaliser mon rêve et jouer au football l'après-midi. Nous avions des températures de plus de 30 degrés. Il a joué au football toutes les journées qui ont suivi. Il a joué au football. Il courait, il était écarlate. Il n'a plus jamais eu de crise d'asthme. Dans un premier temps, j'étais là. Je pleurais et ne pouvais pas réaliser ce qui était arrivé. Je n'arrivais pas à comprendre que cette misère était finie. Et puis je l'ai observé et beaucoup l'ont observé. Il courait je ne sais combien de temps. 1 heure en pleine chaleur torride, il faisait très chaud. Et il revenait le visage écarlate et il était tellement heureux. Et c'est seulement là que j'ai compris qu'il avait obtenu la guérison. Oui, et après cette semaine, il s'est produit quelque chose que j'ai ressenti comme une grande délivrance. Je n'avais plus besoin de spray. À vrai dire, je n'avais plus besoin de l'avoir sur moi. Et il est resté dans l'armoire. À partir de ce moment-là, il n'a plus eu besoin de médicaments. Il n'a plus été nécessaire d'aller chez le médecin à cause de ses étouffements. Cela a été pour moi comme si un tunnel dans lequel nous avions été prisonniers s'était tout à coup désagrégé. Et soudain, nous étions entièrement délivrés. La peur m'avait quittée, tout était parti. C'était comme une pince qui me retenait prisonnière, et elle a disparu tout à coup. Tout était parti. Puis j'ai fait partie du club de football.
Entre-temps, j'ai fait aussi du tennis et pratiqué d'autres sports, mais j'ai joué principalement au football et c'était possible sans avoir cette peur. Cela m'a beaucoup aidé dans ma vie quotidienne. Et nous avons pu entreprendre beaucoup de choses, avec Alexander également, ce qui n'avait pas été possible pendant des années. Nous sommes sortis et avons entrepris ce qui faisait plaisir à notre garçon. J'ai pu continuer d'aller à l'école sans interruption, de telle sorte que j'ai pu faire beaucoup plus de choses avec mes amis. Et pour résumer le tout, je peux dire que j'ai beaucoup plus joui de la vie. Würde ich sagen, dass ich das Leben danach einfach viel mehr genossen habe. Le chant et la musique accompagnent les enfants dans leur communauté. Dès le début, Grete Häusler a attaché une très grande importance aux musiques classiques, folkloriques et sacrées au sein du cercle des amis et à la sensibilisation des enfants et aussi des adultes aux vibrations positives et constructives de ces musiques. Ma mère était institutrice autrefois et elle jouait de la flûte à bec à l'école avec ses enfants. À la maison, elle nous a appris à jouer aussi de la flûte, bien sûr. Nous avions coutume de jouer de la musique chez nous. Ma mère jouait du violon et de la flûte. C'est ce que nous avons aussi commencé à faire au cercle des amis. Nous avions toujours un petit orchestre lors des congrès, des petits groupes, pour jouer aussi de la musique. Cela nous faisait du bien à tous et nous procurait beaucoup de joie et de plaisir. Nous avions un but, on nous écoutait, nous pouvions jouer quelque part. Autant de facteurs importants qui contribuaient à notre motivation. En plus de la musique en groupe et de la chorale, apparaissent aussi au milieu des années 80 des solistes qui contribuent aussi au programme des congrès. Pour Burkhard et Inga Pesch, tout a commencé dans une communauté d'enfants. La première chose était la communauté d'enfants. Une communauté d'enfants avait été créée. Je jouais de la guitare et chantais. Alors nous chantions avec les enfants après l'heure de communauté. Et toi, qu'est-ce que tu faisais ? Moi, au début, je n'allais pas à l'heure de communauté des enfants. Je ne me sentais pas vraiment concerné à l'époque. Mais après qu'Inga m'a demandé si je pouvais chanter avec elle, j'y suis allé. Nous avons alors chanté la plupart du temps en duo. C'est ainsi que cela a commencé, à vrai dire. Non, nous avons été la grande révélation. Ensuite, il y a eu le chœur qui s'est constitué autour de ça. Et à un certain moment, c'est venu relativement vite. En fait, nous avons commencé, mon frère et moi, à composer et à écrire des morceaux pour chœur. J'avais un vieux piano dans ma chambre et j'ai commencé à jouer une mélodie. C'est devenu une fugue à 4 voix. Puis j'ai choisi le texte de Bruno Gröning qui allait avec « Rien ne peut l'arrêter ». C'est l'œuvre grandissante. J'ai appelé mon frère et la lui ai montré. Il a d'abord hoché la tête et il a dit « Cela ne marche pas, tu n'es pas du tout capable de faire ça. » J'ai souvent voulu composer autrefois et je n'étais jamais satisfait parce que ce que je faisais était si banal.
Je m'en rappelle encore bien, je m'asseyais à mon bureau, j'avais 12 ou 13 ans, et je pensais, maintenant je vais composer la plus belle mélodie qui puisse exister. J'étais persuadé que je saurais le faire. J'étais sur ma chaise avec ma flûte à bec, écrivais une mélodie, et à la fin je m'apercevais que ce n'était pas la plus belle mélodie qui puisse exister. Je n'étais pas satisfait, et plutôt déçu parce que je pensais que cela devait être possible. À vrai dire, cela je l'ai seulement vécu après que je suis venu au cercle des amis de Bruno Gröning, fait le Einstellen et ressenti le Heilstrom. Là j'ai vécu ce que je peux vraiment appeler l'inspiration. Ne pas faire n'importe quoi comme musique, mais faire quelque chose d'émouvant pour moi, et qui touche aussi les autres. Puis nous avons commencé à composer les CD. D'abord pour les congrès, ensuite il y a eu les cassettes et les CD pour les amis à la maison. Ils nous disaient « C'est bien, continuez !» Et quand paraîtra le prochain CD ? J'ai joué beaucoup de musique à la maison et plus tard j'ai pu l'étudier. J'ai commencé à apprendre le piano à l'âge de 21 ans et j'avais 26 ans quand je suis venue au cercle des amis. J'ai vu qu'on y jouait aussi beaucoup de musique. Cela allait de soi pour moi, je me suis tout de suite laissée entraîner par la musique. Je me souviens encore de mon premier congrès. C'était le congrès des jeunes à Berlin. J'ai vu les jeunes qui jouaient et je me suis tout de suite jointe à eux et je leur ai demandé si je pouvais jouer avec eux, s'ils avaient besoin de moi. Also, ab 95 ist alles Mezzo-Piano. Und in 100 macht es ein Crescendo. 101. Es ist einfach himmlische Musik. C'est une musique simplement sublime, ce qu'on ne rencontre pas souvent, et aussi la façon de la faire. C'est une toute autre manière que je n'ai jamais connue autre part. C'est exactement la manière de jouer que j'ai toujours souhaité pour moi. La musique du cercle des amis, les morceaux qui sont écrits, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Je suis chaque fois tellement émue et comblée. Mon cœur est tellement comblé. Et c'est un délice pour moi en tant que musicienne. J'ai tout de suite joué le CD. C'était pour moi comme si cela venait d'un autre monde. Je n'avais encore jamais rien entendu de pareil et j'étais fasciné. Ça fait maintenant des années que j'écoute cette musique et je ne m'en lasse pas. Une autre musique peut plaire aussi. On l'écoute un certain temps, puis il arrive un moment où ça suffit. Mais cette musique-là, je l'écoute toujours. Avant, je jouais pas mal de musique contemporaine, mais je n'avais jamais trouvé ce que je recherchais. Maintenant, je l'ai trouvé dans cette musique. C'est une aide pour chacun d'écouter de la bonne musique. Bonne dans le sens où cela aide à retrouver le calme et à s'ouvrir, à pouvoir vraiment s'ouvrir à cette force divine et à lâcher prise. Au cercle des amis, nous désirons faire sentir le bien aux gens, le leur faire comprendre à travers l'art, à travers la musique, pour qu'ils l'emportent sur le mal. Les frères Christoph et Burkhard Pesch ont entendu parler pour la première fois du Cercle des Amis en 1984 lors de la guérison de leur mère. J'avais autrefois une névralgie trigéminale
des douleurs dans le visage. C'étaient des douleurs ressemblant à des crampes. L'œil était concerné, toute la moitié gauche du visage, le nez faisait mal, les dents, l'oreille et jusqu'à l'épaule. En plus, j'avais une inflammation des sinus des fosses nasales, des maux de tête, un sentiment feutré dans la tête, dans le nez était bouché. J'allais alors chez le médecin et devais faire des inhalations sur de longues périodes. Un syndrome d'arthrose cervicale, je ne pouvais plus remuer la tête librement. Ça grinçait, ça craquait, maux de tête, douleurs aux épaules. L'orthopédiste remettait ça en place régulièrement. En plus, troubles hormonaux, sautes d'humeur, peur de vivre, peur du cancer. Et avant tout, ce sentiment, je ne sais rien faire, je ne suis rien, je ne vaux rien. En faisant la vaisselle, elle cassait souvent des verres, tout lui échappait des mains et elle pleurait « Je n'en peux plus ». J'étais crispée, toute ma vie était crispée. Je ne peux pas décrire autrement ma situation à cette époque. Elle bégayait beaucoup, ma mère, autrefois. Nous nous moquions toujours d'elle quand elle disait quelque chose, que ce soit à la maison, chez des étrangers, ou quand elle faisait ses courses. Elle nous a raconté qu'elle était confrontée à d'énormes difficultés lorsqu'elle savait qu'elle devait aller à la charcuterie et demander au vendeur ce qu'elle voulait. Elle disait « S'il vous plaît », elle bégayait vraiment. Cela s'aggravait d'année en année. Au début, je ne prenais pas de médicaments, mais cela était devenu nécessaire. Il a fallu que j'en prenne. En plus, j'ai dû prendre des psychotropes. J'ai eu aussi autrefois des pensées suicidaires et réfléchi comment je pourrais m'en sortir. Une personne prévenante m'a parlé de l'enseignement de Bruno Gröning. Quand je suis entrée dans cette salle, une photo de Bruno Gröning était accrochée au mur. Quand j'ai vu cette photo, il s'est passé quelque chose en moi que je ne peux pas décrire. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai regardé la photo et j'ai eu le sentiment « Ici, tu peux te débarrasser de tout ». J'ai eu l'impression, cela semble peut-être exagéré maintenant, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé ma place. J'ai pensé « Voilà ce que tu voulais toujours, ce que tu cherchais ». Annie, guten Tag, herzlich willkommen. Burkhard, schön, dass Sie da sind. Kommt rein. Je me rappelle encore très bien d'une situation. Ma mère se retirait toujours à 9h le soir pendant que mon père, mon frère et moi nous regardions la télévision. Elle était occupée à quelque chose et comme elle avait fait aussi autrefois du training autogène et des choses comme ça, cela ne nous semblait pas bizarre. Mais ce soir-là, peu après qu'elle était sortie, elle réapparut dans le cadre de la porte, les larmes aux yeux, et voulut nous raconter à mon père, mon frère et moi ce qu'elle venait de vivre. Elle avait vécu quelque chose qui l'avait profondément bouleversée. Ma mère était là, le visage inondé de larmes, et nous dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je viens de vivre, c'est incroyable, tout va s'arranger. » Et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce qui va s'arranger ? Nous te regardions comme deux ronds de flanc. Qu'est-ce qu'elle a encore ? A-t-elle à nouveau disjoncté ? C'est ce que nous pensions. C'était 2 jours après mon introduction. Toute la maison était occupée, mais je voulais capter la force, comme on me l'avait dit. Retirez-vous 2 fois par jour dans le calme. J'ai pensé comment faire maintenant. Toute la maison était occupée. Alors je suis allée dans les WC, m'y suis enfermée et j'ai fait le Einstellen. Quelle expérience j'ai faite là! J'ai ouvert les mains et j'ai dit « S'il te plaît, Bruno Gröning, si tout cela est vrai, alors aide-moi. » Une vibration dans tout le corps. Une sensation. Je n'ai pu m'empêcher de pleurer. J'ai tremblé et j'ai pensé « Ce doit être ça. Ce doit être ça, ce dont il parle. Le Heilstrom, c'est lui. » Je suis allée dans la salle de séjour où se trouvaient, je crois, mon mari et les enfants. Et je leur ai dit « Savez-vous ce que je viens de vivre? Ce que je viens de vivre ?» Je sais aujourd'hui que le Heilstrom agit partout où il y avait un blocage dans le corps. Cela s'est passé très vite. J'ai été libérée d'un seul coup. Je suis devenue d'un seul coup consciente de ma propre valeur.
Ma mère, qui était toujours la personne faible de la famille et qui se faisait toujours insulter, je la faisais sortir de ma chambre, je lui lançais des injures à la tête autrefois quand j'étais jeune. C'était normal quand j'observais mes cousins ou quand j'observais mes voisins, c'était monnaie courante. Nous ne parlions plus que de la vieille, mais elle a pris d'un seul coup conscience de sa propre valeur. En l'espace de 5 ou 6 mois peut-être, j'ai été libérée. Les douleurs ont diminué de plus en plus. Un jour, j'ai pensé, « Tu n'as plus du tout de douleur au visage. » Je n'avais même pas remarqué qu'elles avaient disparu. Je m'en suis rendu compte tout à coup. J'allais dans la nature, il y avait du vent, et il ne se passait plus rien. Plus de douleur, rien. Mais c'est merveilleux, tu n'as plus rien. La même chose avec les douleurs à la colonne vertébrale. Tout était parti d'un seul coup. Cette année-là, j'ai vraiment vécu la délivrance de contraintes, de crampes, d'une vie qui, en fait, n'en était pas une. Les fils d'Annie Pech ont obtenu aussi des guérisons. Burkhard Pech souffrait depuis sa naissance de graves troubles de la digestion et devait prendre des laxatifs. Il a été guéri en très peu de temps. J'ai vraiment demandé aide et guérison, et quelques semaines plus tard, j'étais guéri. Les troubles digestifs que j'avais depuis mon enfance avaient disparu. J'ai pris des quantités énormes de médicaments pour la digestion, et pour finir des suppositoires et des tisanes que je buvais toujours avec mon père. Et depuis cette guérison, cela n'a plus été nécessaire. Je n'ai donc plus eu besoin une seule fois de laxatif pendant ces 22 années. Une veine obstruée du bras se rouvre et des allergies disparaissent. Malgré son jeune âge, Christoph Pech était très handicapé. Le pire, c'était les allergies qui se manifestaient nettement dans le corps et aussi à la surface. Le cou que je grattais jusqu'au sang, les eczémas au pli des bras et des genoux, et parfois aussi sur tout le corps. J'avais parfois des plaies et des croûtes sur le visage. Je me souviens encore une fois au nez et au-dessus de la lèvre. Ou plutôt nous nous demandions s'il ne resterait pas une grande cicatrice. Oui, c'était déjà sérieux. À cela s'ajoutaient des allergies à la poussière, aux moisissures, allergies au pollen en toute saison, du boulot jusque tard dans l'année, donc toutes sortes de choses. Les poils d'animaux et les plumes. J'avais tout de suite le visage rempli de pustules, de cloques, et les yeux étaient si enflés que je ne pouvais plus les ouvrir et je n'arrivais plus à respirer. De très fortes démangeaisons, des choses épouvantables. Je ne supportais plus de boire du lait, du jus de fruits pressé avec la peau, de manger des œufs et des noix, et le choix est alors très restreint. J'avais aussi continuellement des douleurs à la vessie. Toutes les 2 ou 3 semaines, quand je devais me retenir ou que j'avais froid aux pieds, j'attrapais une cystite. Cela durait plusieurs jours et était très douloureux. Je ne pouvais pas uriner sans douleur, pas m'étirer, et il ne fallait surtout pas appuyer dessus. Je marchais donc plié un certain temps et restais à la maison. Je suis venu au cercle des amis. J'ai fait l'Einstellen et ce qui est parti en premier n'avait jamais été diagnostiqué. Des douleurs aux genoux et aux talons quand je faisais du sport. Elles ont disparu assez rapidement. Ce qui a disparu ensuite, c'était les douleurs à la vessie. Lorsque de fortes douleurs sont apparues, j'ai mis une photo dessus, une photo de Bruno Gröning, en demandant de l'aide. J'ai capté la force et en l'espace d'une demi-heure, je n'avais plus de douleur. Tout est parti spontanément. J'ai tâté, appuyé dessus, me suis étiré. Il n'y avait plus rien et c'est resté comme cela depuis. Il était donc clair pour moi, maintenant tu l'as vécu. J'ai alors mangé délibérément tout ce qui m'était interdit, du lait, des noix, des œufs et tout le reste. Aujourd'hui encore, quand j'en ai envie, je bois 1 demi-litre de cacao ou bien je mange 1 ou 2 œufs au petit déjeuner et il ne se produit aucune réaction. Puis les eczémas ont disparu avec le temps. Pouvoir respirer à fond, bien que l'air soit chargé de pollen. Vivre un printemps entier. Cette année encore, le printemps était très chaud.
et tout a jailli d'un seul coup, palpité et éclaté. Toutes les fleurs étaient ouvertes. On peut dire que l'air était vraiment imprégné de pollen. Et puis ressentir cela, accueillir en soi ce parfum en harmonie avec la nature, sans devoir faire attention à cet écho d'autrefois, pouvoir l'oublier, sachant que c'est le passé. Vivre cela comme vérité, c'est-à-dire traverser cela sans souffrance, ces nuages et ces senteurs. C'est vraiment quelque chose de particulier quand on ne pouvait pas le faire auparavant. Wenn man das vorher nicht konnte.